Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un dessert de Pâques, donc un entremets de Pâques, comme un Humber Cake, qui sera composé d'une pâte sablée noisette, de 3 ganaches différentes et d'un montage un petit peu spécifique. Pour réaliser cette recette, il vous faudra un gabarit qui est téléchargeable directement sur la recette illustrée sur le site. Donc ce gabarit se présente comme ceci, c'est un format A4. Vous l'imprimez tout simplement, ensuite vous le découpez avec une paire de ciseaux, vous enlevez également les trous, vous verrez mieux ici, les trous, vous évidez tous les trous pour au final obtenir donc ce résultat là qui vous servira donc de gabarit pour détailler votre pâte sablée. À savoir qu'on peut le faire plus grand, plus petit en modifiant l'échelle sur votre ordinateur au moment de l'impression. Ça c'est vous qui voyez. Ici je suis sur un entremets pour 4 personnes environ. Alors, Pâques, dimanche de Pâques et lundi de Pâques, c'est demain et après-demain. Donc, le but de cette recette, de pouvoir vous la proposer, c'est que c'est une recette qui se réalise sans moule. Donc, il vous suffit juste d'avoir le gabarit. Et ensuite, ce sont des ingrédients que vous avez à la maison. Donc, facile à réaliser. Il vous faudra juste acheter dans le commerce des petits œufs en chocolat pour faire le décor final. Mais ça, on verra ça à la fin de la recette. On va commencer tout de suite par faire donc, notre pâte sablée à la noisette. Pour cela, il nous faut du beurre, donc beurre de cuisine, du beurre doux, classique, du sel fin, de la noisette en poudre, du sucre glace, du jaune d'œuf, de la levure chimique, à ne pas confondre avec la levure fraîche du boulanger. Donc là, on est bien sur de la levure chimique, appelée également poudre à lever ou baking powder, et de la farine type 55. Donc on va mettre d'abord le beurre dans la cuve du batteur. On va y rajouter donc le sel fin, la poudre de noisette, le sucre glace. Donc on est en fait avec tous les éléments secs plus le beurre. Et on va utiliser donc l'accessoire feuille et on va donc pétrir tous ces éléments sans excès, juste de quoi amalgamer tous les ingrédients, qu'on ait une masse homogène. Donc à la feuille, à première vitesse. Dès que on obtient donc une masse homogène, on y rajoutera les jaunes d'œuf et au final on rajoutera donc la farine et la levure chimique. Ces deux ingrédients se rajoutent toujours ensemble de façon à ce que la levure soit bien répartie dans la pâte de façon homogène et qu'il n'y ait pas plus de levure dans un endroit de la pâte et moins dans l'autre. Voilà, donc là j'obtiens une masse qui commence à être bien homogène. J'ai encore un peu de poudre au fond de la cuve, donc je laisse tourner tranquillement, et dès que c'est bon, j'arrête mon batteur. Je vais bien corner donc la feuille pour faire redescendre toute la matière au fond de la cuve. Donc corner, je ramasse tout en fait, hein. Donc soit avec une corne en enlevant la cuve, soit avec une maryse comme je suis en train de le faire là actuellement. Voilà, je vais pouvoir ajouter donc mes jaunes d'œuf. On va faire tourner à nouveau de façon à mélanger ces jaunes d'œuf à la pâte. Alors ils vont avoir du mal à s'incorporer, c'est tout à fait normal. C'est la farine en fait qui va venir finir le mélange pour avoir une pâte homogène. Voilà, je ne mélange pas plus. Hop, j'ai le batteur qui se remet en route tout seul. Bon, ça serait bien qu'il tienne. Voilà. Donc je mets ma farine. Et donc ma levure surtout. N'oubliez pas la levure. Elle joue un rôle quand même assez important. Et là, je vais finir le mélange, donc toujours à première vitesse. Déjà pour éviter les projections de farine. Si vous mettez le batteur trop vite, vous êtes sûr que vous allez retapisser votre plan de travail. Et dès que la pâte est homogène, c'est-à-dire qu'on a un mélange, qu'on voit plus de farine et que le mélange est vraiment bien homogène sur toute sa surface, on stoppe le batteur et on ne mélange pas plus qu'il ne faut pour ne pas obtenir une pâte qui, après cuisson, pourrait avoir un aspect un peu plus carton. Donc ça serait déjà pas du tout agréable à la dégustation et on n'aurait pas ce côté sablé.
Alors je vous parle du gabarit il y a 2 minutes. Ce gabarit, préparez-le à l'avance, tranquillement à la maison. Vous faites un petit découpage. Les diamètres des trous sont c'est juste une indication. On pourra les faire un peu plus grands, un peu plus petits, ça dépendra des emporte-pièces que vous aurez. Il faudra utiliser différents emporte-pièces qui se rapprochent le plus possible des trous que nous avons sur ce gabarit. À savoir que pour les petits trous, j'utilise des douilles, donc douilles inox. J'utilise soit un côté pour avoir le grand trou, soit l'autre côté pour avoir un petit trou. Ou alors j'utilise carrément des emporte-pièces unis, classiques, qui correspondent donc au bon diamètre. Alors le diamètre va varier bien sûr si vous changez l'échelle d'impression de votre gabarit. Mais si vous faites l'œuf plus grand, vous aurez bien sûr des trous plus grands. Et si vous faites l'œuf plus petit, vous aurez des trous plus petits. Donc ça ne sert à rien que je vous donne un diamètre précis aujourd'hui. C'est en fonction de ce que vous avez une fois que c'est imprimé. Donc la pâte est prête. Je vais pouvoir la détacher entièrement donc, de la feuille pour commencer. Et on va l'abaisser donc tout de suite. On ne va pas la laisser reposer dans le frigo. C'est une perte de temps. On va la laisser reposer, certes dans le frigo, mais une fois qu'elle sera abaissée. Elle aura largement le temps de refroidir pendant qu'on préparera les ganaches. Alors, je vais prendre maintenant du papier sulfurisé et on va étaler cette pâte entre 2 feuilles de papier. Alors, on va le faire en 2 temps parce qu'on a trop de quantité de pâte pour le faire sur une seule feuille. On déborderait de la feuille et il va nous falloir 3 couches de pâte en fait à ce format-là pour faire donc les étages de notre œuf de Pâques. Donc, sous forme comme un number cake en fait. Donc, je vais mettre la moitié ou du moins les 2 tiers sur une feuille et le tiers restant sur la seconde feuille. Voilà, comme ceci. Et je vais venir donc abaisser cette pâte entre 2 feuilles. Alors je positionne sur le dessus une seconde feuille de papier sulfurisé comme ceci. Et là je viens étaler avec le rouleau à pâtisserie. Alors c'est beaucoup plus intéressant d'abaisser maintenant, pendant que la pâte est encore souple, plutôt que de la laisser refroidir en boule et de l'étaler après, où elle se sera raffermie du fait qu'il y ait du beurre qui se sera figé à l'intérieur. Et là ce sera beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus, ça sera faisable, mais beaucoup plus, un peu moins facile à mettre en œuvre en fait. Donc là vous voyez, j'arrive à l'abaisser de façon assez rapide, enfin je le fais assez rapidement et j'obtiens quand même quelque chose sans devoir forcer trop fort sur mon rouleau. Alors lorsque j'arrive à ce stade, ma pâte est quasiment étalée, je vais utiliser ici 2 petites règles confiseurs. Donc ça c'est un produit qu'on trouve sur la boutique, c'est des règles en plastique. C'est pas cher du tout, c'est vendu avec différentes épaisseurs. Sinon, plus simple, vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez des petites baguettes en bois de différentes épaisseurs pour avoir vraiment ce que vous voulez en épaisseur. Ici, je suis sur du 3 mm et je vais venir terminer donc d'abaisser ma pâte en me servant de ces règles pour vraiment calibrer l'épaisseur et avoir une épaisseur régulière partout. Alors si j'ai trop de pâte, elle va sortir un petit peu du papier, ça c'est pas très grave. On va enlever l'excédent. Mais là, on peut voir tout l'excédent qui va sortir ici. Et là, je peux vraiment presser fort. Et je suis sûr d'avoir vraiment une épaisseur régulière partout. Voilà. Donc l'excédent, je le récupère.
comme ceci. Je le positionne avec l'autre sur l'autre feuille, avec le restant de pâte. Et ici, j'ai ma première abaisse, donc. Je vais pouvoir sortir la feuille du dessus, comme ceci. Et je vais pouvoir venir donc découper mon premier œuf de Pâques en positionnant sur le dessus comme ceci mon gabarit. Je profite là aussi que ma pâte soit relativement souple pour venir détailler le contour de l'œuf avec une pointe de couteau et également détailler tous les ronds avec mes petits découpoirs que j'ai ici de différents formats qui ne sont pas systématiquement au même diamètre que les trous, mais au moins qui s'en rapprochent. Alors je prends le temps de le faire proprement. Comme je vous l'ai dit, il va falloir en faire 3. Donc je vous montre tranquillement comment en réaliser un. Donc là j'ai fait le contour et ensuite avec donc un emporte-pièce, je viens détailler, je viens juste marquer en fait l'emplacement. Voilà, si l'emporte-pièce est légèrement plus grand, je me positionne à l'emplacement et je viens marquer. Je le fais ici également. Voilà, je marque l'emplacement et là je viens marquer le trou. Et je le fais donc dans chacune des cavités. Le plus difficile dans l'histoire, c'est de faire en fait les 3 gabarits identiques, vu qu'ils vont être superposés, mais il faut que les trous correspondent l'un au-dessus de l'autre. Donc ça, vous prenez le temps à la maison tranquillement de le faire. Je vais terminer ici de le réaliser. Voyons ici, il est un peu petit, je vais le repasser. Voilà. Ici, je vais le faire également. Hop. Alors voyons, je regarde, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque celui-ci. Et me manque ici. Voilà, quand c'est fait, je peux... Il me manque un petit ici encore. Prendre ça. Voilà. Donc je retire mon gabarit, il me manque le gros, hop, le principal. Je retire mon gabarit et j'obtiens donc ce résultat-là. Donc résultat que je vais vous montrer à la caméra de près, que vous vous rendiez bien compte. Pour ce faire, je dois le faire comme ça, voilà. Ici, on voit bien l'œuf. Alors là, bien sûr, on ne peut pas le manipuler parce que la pâte est vraiment très souple, vu qu'on vient de la réaliser. On pourra le manipuler lorsque la pâte aura bien refroidi et qu'elle se sera donc rigidifiée. Alors, on va se retrouver, je vais faire les 3 autres. Donc, je vais abaisser ma pâte qui est ici, je vais, comme je viens de le faire là, et je vais faire mes 2 autres gabarits. Et on se retrouve dès que les 3 gabarits sont prêts pour les mettre au frais. A tout de suite. Donc voilà, nos 3 gabarits sont réalisés. Donc 1, 2, 3. Là, je vais les mettre dans le frigo si j'ai le temps. Si j'ai moins de temps, je le mets dans le congélateur. Juste de quoi raffermir la pâte pendant 10-15 minutes, c'est suffisant pour le congélateur. Sinon, dans le frigo, vous le laissez tranquillement pendant 1 heure. Préchauffez votre four à 170 degrés et on se retrouve dès que c'est refroidi. Donc voilà, j'ai laissé poser donc mes pâtes dans le congélateur pendant 15 minutes. Et là, tant que c'est bien froid, je vais les démouler. Donc je les retourne. Alors je les ai mis bien sûr sur un tapis Silpat. Le tapis Silpat, c'est
Sylpin, pardon. Le tapis Sylpin, c'est un tapis ajouré, c'est-à-dire qui est fait de micro-trous. Vous voyez, on voit à travers. Donc, c'est pour que la cuisson, la chaleur passe mieux à travers le tapis et que la cuisson soit beaucoup plus homogène. Donc, je retourne mon œuf. Je vais vite parce qu'il ne faut pas que ma pâte revienne à température trop rapidement. Et là, je retire donc tout l'excédent de pâte. Et je peux retirer donc facilement, vous voyez, les parties qui ont été découpées tout à l'heure. Alors, je fais attention, bien sûr, de ne pas tout abîmer. Voilà, mais ça, on peut le faire que si la pâte est bien raffermie. Voilà, une fois qu'on a évidé toutes les parties, là, ça peut rester à température ambiante. Si ça se ramollit un peu, c'est pas très grave. Et je vais faire pareil donc avec les deux autres. Donc, je retourne sur le tapis Sylpin. Je retire mon papier sulfurisé. Délicatement. Voilà, comme ceci. Et je viens donc retirer tout l'excédent, comme je viens de le faire pour l'autre morceau de pâte. Bien sûr, tout l'excédent de pâte, vous le conservez au frais ou au congélateur. Donc vous le remettez en boule. Alors là, la pâte n'est pas congelée. Bien qu'elle sorte du congélateur, on ne peut pas considérer que c'est une congélation. Elle est juste raffermie. Donc vous pouvez la remettre à congeler sans aucun souci. À partir du moment où elle n'est restée que peu de temps, donc au congélateur. Ici, elle est restée 15 minutes. Voilà, on retire donc toutes les parties qui ont été découpées tout à l'heure avec les découpoirs. Je viens repositionner l'œuf, la pâte, bien sur la toile silicone. Il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir procéder donc à la cuisson. Donc je vais recouvrir la pâte avec une seconde toile Sylpin. C'est juste pour que la pâte se déforme un peu moins. Je ne vais pas l'écraser avec une seconde plaque, parce que là on aurait vraiment une déformation de l'œuf, mais juste recouvrir d'une seconde toile. Et là je vais pouvoir donc enfourner pour 20 minutes dans un four ventilé préchauffé à 170 degrés. On peut cuire les deux plaques en même temps. Et dans 20 minutes, on se retrouve donc pour voir le résultat final. Bien, on va poursuivre la recette donc avec les 3 ganaches. Donc ganache au chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Donc pour le chocolat noir, j'ai pris du chocolat au coa. Pour le chocolat au lait, j'ai pris du chocolat Alunga. Et pour le chocolat blanc, j'ai pris du chocolat Zéphyr. Vous pouvez bien sûr faire avec n'importe quel chocolat, tout en prenant quand même du chocolat de qualité, c'est-à-dire du chocolat de couverture. Évitez de faire ces ganaches avec du chocolat acheté en plaquettes dans les supermarchés. Ici, je travaille avec Cacao Barry. Vous pouvez travailler très bien la marque Weiss ou la marque Valrhona. Les quantités ne changeront pas, tout en sachant que les quantités changent d'un chocolat à l'autre. C'est-à-dire que les quantités ne sont pas pareilles pour le chocolat noir, le chocolat blanc et le chocolat au lait. Donc, respectez bien la recette. Donc, ici, nous avons donc les 3 chocolats. Nous avons de la crème fleurette. J'ai 2 pesées. Une pesée qui est ici, qui reste froide. Une autre pesée qui est ici, qui va être portée à ébullition. Je vais le mettre de suite. Et également, une feuille de gélatine qui est commune aux 3 ganaches que je vais mettre à hydrater immédiatement dans de l'eau froide. De l'eau soit froide qui sort du frigo, soit de l'eau tempérée. Mais surtout pas de l'eau tiède ou chaude. La feuille fondrait et on ne la retrouverait plus. Donc, je fais chauffer ma crème. Alors, dans cette casserole, en fait, j'ai 50% ici qui reste froide et 50% qui reste ici, qui est dans la casserole et qui va chauffer. Donc, j'ai 350 grammes, vu qu'il y a un peu de déperdition due par la cuisson, due par les résidus qui vont rester dans la casserole. J'ai mis 360-370 grammes à peu près de crème à chauffer. Et je vais aller jusqu'à l'ébullition. Pendant ce temps, je vais préparer donc mes 3 chocolats. Donc les 3 ganaches se font simultanément. Donc je vais mettre une ganache dans chacun des petits récipients. Une ganache, un chocolat dans chacun des petits récipients, pardon.
Et on va attendre donc tout simplement que la crème entre à ébullition. C'est très important qu'on atteigne l'ébullition. Il faut vraiment que la ganache soit la crème soit très chaude lorsqu'on la verse sur les chocolats, parce qu'il faut que la chaleur de la crème permette la fonte totale des pistoles. Si notre crème n'est pas suffisamment chaude, on va avoir des morceaux de chocolat qui vont rester entiers et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Il nous faudra également une balance parce qu'on va rajouter donc, déjà on va peser la quantité de crème qu'on met dans chacun des chocolats et on va également peser la quantité de crème froide qu'on va rajouter dans chacune des ganaches. Donc ayez votre balance électronique de préférence à proximité de façon à pouvoir faire donc une pesée précise. Donc ma gélatine est là, elle s'hydrate tranquillement. Pensez à la mettre assez tôt dans l'eau car le temps d'hydratation, bon là il n'y a qu'une feuille, ça va aller assez vite, mais le temps d'hydratation se situe généralement entre 8 et 10 minutes. Et lorsqu'elle est hydratée, donc on la récupère. Voilà, on l'égoutte bien. Je la montre à la caméra, elle est ici au bout de mes doigts. Donc je l'égoutte juste là, en secouant légèrement comme ceci. Et je l'intègre dans ma crème, donc qui est bien chaude, de façon à ce qu'elle se dissout dans la crème. Et je mélange bien. Voilà, je remets sur le feu, je remonte à ébullition et je me positionne avec ma balance. Alors c'est la ganache au chocolat noir qui demandera le plus de crème. Voilà, l'ébullition est là. Donc je vais poser ma première ganache, mon chocolat noir sur la balance et je vais y verser 150 g donc, de crème gélifiée. Il faut comprendre de crème avec la gélatine incorporée. Donc 150 g. Voilà. Je remets ma casserole sur le feu pour que la chaleur reste bien. Je secoue un petit peu mon chocolat pour qu'il soit entièrement immergé et je le laisse poser. Pour le chocolat blanc, je récupère ma crème, je fais ma tare et je verse 100 g de crème. Voilà, je secoue un petit peu que les pistoles soient bien immergées également. Je remets ma casserole sur le feu, que ma crème soit vraiment bien chaude. Et je vais faire pareil, donc, avec le restant de crème, qui doit être d'environ 200 g. Donc il m'en manque un tout petit peu que je vais compléter. Vous voyez, il faut toujours en rajouter un tout petit peu parce qu'on a le problème de l'évaporation durant la cuisson. Donc il faut vraiment, je vous disais, 350 g, aller jusqu'à 400 g pour la partie qui est donc dans la casserole. Voilà, donc je laisse immerger mes pistoles dans ma crème. Vraiment pour qu'elles aient le temps de fondre. Et ensuite, je vais donc mélanger de façon à former donc une ganache. Et je mélange jusqu'à ce que les pistoles soient entièrement dissoutes, entièrement fondues. C'est bien de laisser le temps aux pistoles de fondre toutes seules sans les toucher, comme je l'ai fait ici. Donc chocolat au lait, chocolat noir, je l'ai ici entre les mains. Et on va terminer avec, donc j'avais un fouet, bon, je vais faire comme ça, avec le chocolat blanc, donc je mélange. Et lui aussi, il va se dissoudre parfaitement dans la crème qui était bien chaude.
N'oubliez pas la petite feuille de gélatine, elle a son utilité. C'est pour une question de tenue par la suite. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ma balance. Et là, je vais pouvoir y incorporer donc le restant de ma crème qui, elle, est froide. Donc, dans la ganache au chocolat au lait que j'ai ici, je vais y incorporer 100 g de crème froide. Alors, bien sûr, tout ça est expliqué sur la recette illustrée. Si vous avez des doutes, vous retournez sur la recette sur le site et vous avez tous les détails, bien sûr, indiqués. Voilà, je termine mon mélange. Alors ces ganaches sont à faire de préférence la veille. Ce qu'il faut, c'est qu'elles posent bien au frais pendant plusieurs heures. Donc soit vous les faites le matin pour le soir, soit vous les faites la veille et ça ira très bien. Ici, je vais mettre donc 100 g de crème également pour la ganache au chocolat blanc. Donc pensez à bien faire la tare à chaque fois sur la balance pour ne pas avoir une erreur de pesée. Voilà, comme ceci. Donc, je mélange bien également. Et pour la ganache au chocolat noir, il me faut un peu plus de crème, donc c'est 150 g. Donc je regardais sur mon verre ce qui me restait, il me reste 15 centilitres, ça doit correspondre. Donc 150 g. Je rappelle, la ganache au chocolat noir nécessite plus de crème. Voilà, et en cornant bien le fond du récipient, je vais avoir les 3 grammes qui me manquent et ça sera parfait. Et voilà, 150 g. Et là, je mélange donc à nouveau pour avoir quelque chose de parfaitement homogène. Voilà, donc les ganaches sont prêtes. On va maintenant les filmer au contact et les laisser donc bien prendre le froid. Donc je vous ai dit plusieurs heures. Dans l'idéal, il faut être ça la veille, que ça pose bien toute la nuit dans le frigo. Voilà, donc je les mets dans le frigo et on se retrouve donc pour la fin de la cuisson du biscuit. Il reste 7 minutes, donc dans quelques instants, pour sortir donc les pâtes du four. A tout de suite. Voilà, la cuisson est terminée, donc la cuisson a été un peu plus courte que prévu. En fait, ça a cuit que 15 minutes au lieu de 20 comme je vous l'avais dit. Ça peut varier d'un four à l'autre. Donc je viens de sortir les plaques du four, elles sont bouillantes. Et là, une opération très importante à réaliser. Donc déjà, on va retirer la toile sylpin du dessus. Donc on peut se rendre compte que le biscuit ne s'est pas déformé à la cuisson et qu'il est parfaitement doré. Et pendant qu'il est encore chaud, on va donc l'imperméabiliser. Bien qu'on mette une ganache dessus, donc qui est une préparation à base de matière grasse, l'imperméabilisation n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez refaire ce genre de recette à la maison, avec par exemple une crème citron ou une crème qui contient de l'eau en fait, qui va humidifier votre pâte, il est important de l'imperméabiliser. Donc pour l'imperméabiliser, j'utilise du beurre de cacao Micrio que j'ai ici dans une passoire et je vais saupoudrer tout simplement le biscuit avec ce beurre de cacao. Mais il faut le faire dès la sortie du four de façon à ce que le beurre fonde en fait à la surface en touchant le biscuit qui est très chaud.
et qui fasse une couche protectrice qui sera invisible, mais qui sera bien présente sur le biscuit. Et ça va nous préserver donc le côté croustillant. Donc on met une couche pas trop épaisse ni trop fine, hein. Il faut quand même qu'il y ait ce qu'il faut dessus, comme ceci. Et là on laisse donc refroidir. Vous voyez, le beurre de cacao ne se voit pratiquement plus, sauf un petit peu sur la toile. On laisse refroidir et on va pouvoir donc ensuite monter nos ganaches, donc qui ont bien refroidi. J'ai des ganaches qui sont prêtes d'hier, qui ont bien pris le froid toute la nuit, et on va pouvoir donc les monter et faire le montage final de notre gâteau. Bien, on va maintenant monter nos ganaches. Donc les 3 ganaches qui sont ici, que bien sûr je le redis, que j'ai réalisé la veille, elles ont bien pris le froid, elles se sont raffermies. Donc on va les monter. Le problème lorsqu'on monte ce genre de ganache, c'est qu'il ne faut pas trop les monter. Si on va trop loin lors du mélange, ben on risque de la faire trancher et ensuite c'est très compliqué à récupérer, voire pas possible. Donc il faut y aller délicatement. Je prends la première ganache. Donc je verse le contenu dans la cuve du batteur. Voilà. Et on va donc la fouetter, on va la foisonner en fait, hein. On va monter comme une chantilly, mais en contrôlant bien sa texture. Alors ça va assez vite, généralement, donc il faut être bien attentif. Il faut quelque chose qui a tenu, mais si on va trop loin, comme je vous le disais, ça va trancher, et là on aura un vrai problème. Voilà, vous voyez, je m'arrête déjà. Là, je me rends compte que j'ai une ganache donc, qui a très légèrement éclairci d'un point de vue coloration, ce qui est normal, et qui a une bonne tenue au bout du fouet. Voilà, là, elle a une bonne tenue, on peut la pocher, elle va se tenir, elle va pouvoir supporter l'étage supérieur de l'entremets qu'on est en train de réaliser. Et là, elle a une parfaite tenue. Si je laisse battre ne serait-ce que 30 secondes de plus, ben, je risque de dépasser la phase qu'il ne fallait pas dépasser. Et là, ensuite, la ganache, ben, elle va avoir un vrai problème. Elle va commencer à faire des petits grains, à ce qu'on appelle trancher, et on va obtenir un résultat qui sera pas bon du tout. Alors, lorsque elle est prête, on la met dans une poche à douille. Ici, j'ai une poche à douille munie d'une douille unie. Donc, j'ai choisi de prendre, il y a 3 ganaches, donc je vais faire une poche avec une douille cannelée et les 2 autres poches avec une douille unie. Et je garnis donc ma première poche avec ma ganache. Qui a la consistance idéale. Voilà, comme ceci. Et je la garde en attente, donc sur mon plan de travail. Alors si vous n'en savez pas tout de suite, vous la remettez dans le frigo en attendant que les autres soient réalisés. Donc là, on va reproduire la même chose avec la seconde ganache, qui elle aussi est bien froide. Elle a pris le temps de poser au frais. Et c'est le même principe. Donc on ramasse tout, on le met tout dans la cuve. Là, on a vraiment une préparation qui est trop souple, qui n'aurait pas de tenue, qui ne pourrait pas supporter le poids de l'étage qu'on va déposer dessus. Donc, on la monte. Donc, dans un premier temps, elle se lisse, elle s'homogénéise. Et après, progressivement, en incorporant de l'air, elle prend de la texture. Donc là, je vais prendre la douille cannelée, je la prépare, une petite douille avec des cannelures au bout.
je reste très attentif quand même à ma ganache. Voilà, elle commence à prendre de la texture. On voit bien les traces du fouet qui se dessinent sur la ganache. Et je reste très prudent de ne pas aller trop loin. Et là, je l'arrête. Déjà, on se rend compte qu'elle accroche bien au fouet, parce que ici j'ai le petit bec d'oiseau qui s'est formé. Je ne vais pas aller plus loin pour avoir quelque chose qui sera trop ferme, voire tranché au bout du compte. Ce qu'on peut faire également, c'est commencer à monter au batteur électrique. Et quand, si on a peur d'aller trop loin parce que le batteur va relativement vite, ben, on a notre ganache qui est là et on peut terminer en fait de la monter à la main comme ceci. Et là, on se rend mieux compte de la texture qu'elle peut avoir et on peut s'arrêter beaucoup plus facilement. En fait, on peut vraiment mieux doser la texture qu'on veut donner à notre ganache. Et lorsqu'elle est prête, on va donc la mettre dans la poche. Alors, les différences de coloration entre la ganache au lait et la ganache noire, ici, elle n'est pas évidente à voir. Ça dépend vraiment de la marque de chocolat utilisée. Le chocolat Ocoa, pour faire la ganache chocolat Ocoa, dans le chocolat noir Ocoa, j'ai mis beaucoup plus de crème que dans la ganache au chocolat au lait. Et en fait, une fois que le mélange est fait, ben, les couleurs se rééquilibrent quelque part et on obtient des ganaches de couleurs similaires. Je sais qu'avec d'autres chocolats, comme le chocolat Valrhona, si on prend par exemple un chocolat Caribe et un chocolat Givara, on aura une différence de couleur qui sera plus nette. Alors si vous voulez vraiment avoir cette distinction des trois chocolats, bon, le chocolat blanc, il n'y a pas de problème, mais surtout entre le chocolat blanc au lait et le chocolat noir, il faut vraiment faire attention à ce détail, de façon à ce qu'on puisse distinguer le montage à la ganache au chocolat au lait et la ganache au chocolat noir. Voilà, c'est un petit détail, je le précise. Nous, ici, on va pouvoir distinguer les deux ganaches. Une, elle est dans une poche à douille unie. L'autre est dans une poche avec une douille cannelée. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir qui est qui. Dernière ganache, dans la ganache au chocolat blanc. Voilà, c'est toujours pareil. Alors, la feuille de gélatine qu'on a incorporée lors de sa réalisation va surtout avoir un rôle à venir, c'est-à-dire que lorsque l'entremets sera monté, terminé, on va l'entreposer au frigo, c'est là qu'elle va vraiment jouer un rôle et qu'elle va donner de la fermeté à nos ganaches, de façon à ce que l'entremets se tienne bien. Alors, bien sûr, on n'a mis qu'une feuille pour les 3 ganaches, donc c'est une quantité très réduite, mais elle va jouer son petit rôle dans la préparation de cet entremets et on aura vraiment une tenue parfaite. Dans l'appareil, on monte la ganache, on fait attention. J'ai pris une douille unie ici aussi. Voilà. Mes biscuits qui sont ici, je vous les remontre. Maintenant, ils sont froids. On va pouvoir procéder au montage dans la foulée. Donc on est prudent, attention à la texture de la ganache, toujours pareil. Ça y est, elle commence à se raffermir. On peut terminer de la monter à la main si vraiment on a une crainte d'aller trop loin dans le processus de montage. Voilà, là je vais l'arrêter. Donc je me rends compte que j'ai une ganache qui se tient bien déjà sur mon fouet. Je vais terminer de la monter donc à la main. Et là, je me rends vraiment mieux compte de la texture qu'elle peut avoir et si c'est suffisant ou pas. Et là, j'ai vraiment quelque chose qui se tient bien donc au bout de mon fouet. Donc, je vais m'arrêter là. Il faut qu'elle soit souple pour qu'on puisse la pocher et faire des jolies gouttes avec un joli pic qui se forme sur le dessus. Si elle est trop ferme, le pic va se casser et ça ne va pas être joli d'un point de vue coup d'œil.
Donc voilà, il faut vraiment apprendre à doser le fait de la fouetter, de la monter, pour avoir une texture idéale. Voilà, et là je la mets donc dans la poche à douille, tout simplement. Et je me prépare donc avec tous les éléments du montage, donc les éléments de décoration, et puis on procède à ce montage dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, donc on arrive à la phase finale, donc j'ai mes 3 ganaches, tous mes éléments de décor. Donc ici j'ai des petites meringues réalisées au préalable, donc séchées dans le four. J'en ai fait des lisses ou des cannelés, ça c'est vraiment un détail, c'est vous qui voyez. Ensuite, comme on traite du thème de Pâques, j'ai acheté ou j'ai réalisé, bon là je les ai achetés à l'occurrence, des petits œufs en chocolat, donc chocolat noir, chocolat au lait, chocolat plus clair, je ne sais pas trop ce que c'est. Ensuite, j'ai des petits macarons au chocolat que j'ai réalisés également. Alors j'en ai que 2 parce que j'en ai besoin que 2 pour faire un entremets. Bien sûr, à la maison, vous en faites un peu plus si vous faites pour plus de personnes. J'ai des œufs en chocolat moulé qui sont un peu plus gros, voilà, ici qu'on peut voir. Également des œufs donc, en sucre ou à la liqueur que j'ai ici. Et ici aussi des œufs garnis de pralinés. Donc on va voir ce qu'on va utiliser. On n'est pas obligé de tout utiliser, mais au moins j'ai une variété de décors. Ici des petites anses en chocolat, donc chocolat noir ou chocolat au lait. Tout ça, vous le trouvez sur le site. Comment les réaliser, tous ces petits décors. Alors, pas les œufs, bien sûr. Les œufs, vous pouvez les faire, c'est un moulage avec une plaque polycarbonate adaptée aux dimensions qu'il faut. Il n'y a pas de souci. La recette des macarons, vous l'avez sur le site. Ici, ce sont des perles croustillantes qu'on vend également sur le site. Je les ai juste passées dans de la poudre d'or pour qu'elles aient cet aspect doré. Et voilà. Et les petites meringues aussi, vous les avez sur le site. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, les biscuits sont bien froids, bien sûr. Je prends le premier biscuit qui est ici, que je pose sur mon plat de service. Et je vais venir donc disposer mes ganaches. Donc, en alternant donc, les 3 ganaches. Et je viens donc déposer en fait des gouttes. Donc, je fais une boule et je tire vers le haut pour avoir une pointe. Alors, je vais essayer de vous montrer à la caméra la première que j'ai réalisée qui est ici. Voilà, marron sur marron, on ne doit pas voir grand-chose, mais pour que vous puissiez bien situer. Et là, je continue. Alors, j'alterne, je ne les mets pas côte à côte. Il faut quand même qu'il y ait un mélange de couleurs, donc entre les 3 ganaches. Mais il faut que je vienne recouvrir la totalité de mon biscuit. Donc, je passe autour des trous, bien sûr, mais mon biscuit doit être entièrement recouvert de préparation. Alors, je peux, en cours de route, changer de ganache. Et puis, si je me rends compte que je n'ai pas mis assez de celle-ci, je reviendrai tout à l'heure sur la ganache, donc au chocolat au lait. Donc, maintenant, on fait avec la ganache au chocolat blanc. On peut faire des rosaces, enfin des gouttes, c'est pas de faire de la rosace ici, c'est de la goutte, plus ou moins grosse. À savoir qu'on verra donc les épaisseurs par l'intérieur des trous et par l'extérieur de l'entremet. Donc il faut essayer d'alterner les couleurs de façon à ce que ce soit joli et harmonieux. Voilà, je reviendrai avec cette ganache au chocolat blanc si nécessaire. Et là, je vais venir donc mettre ma ganache au chocolat noir qui, elle, se distingue non pas par la couleur, j'en parlais tout à l'heure, mais plus par la forme. J'ai mis volontairement une douille cannelée. Et je viens commencer à combler en fait les espaces que j'ai laissés.
Voilà, je peux faire des rosaces plus petites, d'autres plus grosses. Voilà, je peux revenir donc avec l'autre ganache et je complète. Là, c'est vraiment au feeling, il n'y a pas de règles. C'est vous qui êtes maître, seul maître à bord. Voilà, comme ceci, tout simplement. Alors, quand le biscuit est pratiquement recouvert, je vais prendre mon second biscuit. Alors, je fais attention en le prenant, c'est très fragile. Je vais le positionner donc exactement sur le dessus, que les trous correspondent. Voilà, je presse un tout petit peu pour que le biscuit adhère à la ganache du dessous. Et là, je poursuis ma décoration en venant déposer donc à nouveau de la ganache sur ce second biscuit. Alors je répète, là je suis sur un format 4 personnes. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit. C'est vous qui décidez. Vous sélectionnez l'échelle d'impression en fait au moment d'imprimer votre gabarit. Voilà, on prend le temps, c'est un jeu de patience quelque part. Hein. Mais vous voyez, ça se tient. Il n'y a pas d'affaissement possible. Si les ganaches sont correctement montées, ça supporte bien le poids. Voilà, et pour faire des rosaces ou des gouttes plus ou moins grosses, on presse plus ou moins fort sur la poche. C'est pas parce qu'on a une douille d'un diamètre défini qu'on doit faire des gouttes d'un diamètre identique. On peut, selon la pression qu'on exerce sur la poche, faire des gouttes beaucoup plus grosses ou plus petites. Ce n'est pas la douille qui joue réellement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, je viens bien combler donc les parties vides. Voilà, là c'est pas mal. Je prends le dernier biscuit qui s'est cassé, mais c'est pas grave, on va. Alors regardez, vous voyez là j'ai un problème, un imprévu. On va reconstituer le biscuit. Alors si vous le cassez avant d'être arrivé à cet étage-là, c'est bien de mettre le biscuit cassé au milieu ou dessous. Mais bon, si vous avez le problème qui se produit comme moi là maintenant, il faut que je trouve une solution. Je reconstitue mon biscuit comme ceci. Au final, ça ne se voit pas. Et je viens terminer donc ma décoration de la même façon que je l'ai commencé sur les étages inférieurs. Alors je vais venir, pour consolider mon biscuit dessus, je vais venir déposer donc une goutte de ganache à l'intersection, là où c'est cassé, déjà pour donner de la tenue à mon biscuit, pour le rigidifier. Et ensuite, je continue. Alors pour le dernier étage, je vais
encercler en fait les trous. Je vais faire donc, je vais commencer ici, je vais faire des petites gouttes autour des trous. Alors ça c'est une possibilité de finition, vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi. Je vous montre un exemple. Là je vais faire pareil avec par exemple le chocolat blanc. Voilà. Ici, je peux faire pareil. Et ensuite, je viens donc continuer ma décoration tranquillement en déposant donc ma ganache un petit peu comme j'ai envie. Il n'y a pas de règle. Le tout, c'est que ce soit harmonieux. Donc je viens couvrir la totalité de mon biscuit, encore une fois, et je viendrai déposer donc les éléments de décor par la suite, que je viendrai piquer dans la ganache, de façon à ce qu'il soit bien stabilisé et qu'il tienne donc sur l'entremet. Voilà, j'ai pratiquement fait le tour. Juste un tout petit peu ici et ici. Voilà, donc je vous montre le résultat obtenu à ce stade de la recette. Et maintenant, c'est que de la finition. Donc, voilà comment j'ai vu ma décoration finale. J'ai des œufs, vous voyez, ici de taille suffisamment grande, des œufs creux, hein, que je propose de venir donc déposer dans un trou comme ceci à la verticale. Alors j'en mets qu'un par gâteau. Si vous faites plusieurs gâteaux, bien sûr, vous en mettrez un à chaque fois. Ici, j'ai des œufs plus petits que je peux venir piquer. Alors je joue avec les couleurs, hein. Ici, j'ai un œuf marron clair. Ici, un œuf marron plus foncé. Ici, un œuf au chocolat noir. Donc, je viens les disposer délicatement sur mon entremet. Ici, j'ai des œufs colorés, donc des œufs au sucre ou des œufs à la liqueur. Alors ça, c'est des œufs que vous allez acheter dans le commerce. Vous allez chez un confiseur à l'époque où on est, donc Pâques dans quelques jours. Vous allez les trouver sans aucun souci, sinon en grande surface, sans aucun problème également. Voilà, on dépose donc délicatement. Hop. Alors, ces œufs ils sont un petit peu gros, je ne vais pas les mettre. Vous voyez, on dose à la dernière minute. Ici, je mets mes petits macarons au chocolat, je viens les déposer comme ceci. Et je vais venir donc terminer avec, voilà, j'ai une petite pince ici, mes perles dorées. Alors là, j'utilise une petite pince parce que c'est un travail minutieux, donc j'aime bien les mettre sur la pointe des ganaches pochées avec la douille cannelée, de façon à ce qu'on puisse les voir, qu'elles soient bien présentes, bien mises en valeur. Voilà, alors il me reste quoi? Il me reste des petites meringues que je vais venir donc déposer. Alors j'ai le choix entre des meringues, je vous disais, en forme de rosace, donc pochées avec une douille cannelée, ou alors des meringues lisses.
Voilà, on fait comme on veut, il n'y a pas de règle. C'est au feeling. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, en dernier lieu, j'ai des petits décors en chocolat ici, que je viens prendre délicatement. Donc ils sont comme ceci, vous les voyez là. Alors la recette est sur le site, si vous voulez les réaliser, c'est très facile à faire. Et je viens les piquer comme ceci, à la verticale, pour donner un petit peu de volume en fait. Alors c'est très fragile, donc à manipuler avec précaution. Et on vient les déposer comme ceci, à la verticale, donc sur l'entremets. Pour donner du volume. Voilà, on peut l'avoir en chocolat noir, on peut en avoir en chocolat blanc. Voilà, rien n'est obligatoire, tout ça c'est des propositions, après à vous de les suivre ou pas. Il n'y a pas de... Vous pouvez mettre d'autres décors auxquels je n'aurais pas pensé, que vous trouvez dans le commerce ou pas. Voilà. Et pour finir, j'aime bien, sur ces petits gâteaux de fête, terminer avec de la feuille d'or que je dois avoir pas très loin, voilà, ici. Donc juste un petit peu de feuille d'or que je vais venir appliquer délicatement avec une pince. Et que je viens déposer comme ceci sur l'entremets à 2 ou 3 endroits différents. Voilà, donc l'entremets est terminé. Vous le laissez maintenant, bien sûr, reposer au frais jusqu'au moment de la dégustation. Alors, il faut que la ganache se raffermisse à nouveau. Il faut qu'il prenne bien le froid et vous l'amenez à table donc au dernier moment. Ce n'est pas la peine de le sortir à l'avance du frigo. Vous le sortez 2 minutes avant et puis vous l'amenez à table. Et il n'y a plus qu'à vous régaler. Voilà, c'était donc l'entremets de Pâques comme un number cake, dont recette disponible sur le site, bien sûr, en version illustrée, avec tous les ingrédients, tous les éléments. N'hésitez pas à aller la consulter. Et ce soir, en vidéo. Donc, et la particularité de cette recette, c'est qu'elle ne demande aucun moule. Vous avez un gabarit que je vous remontre. C'est le gabarit qui a téléchargé, que vous trouvez directement sur la recette illustrée. En dessous des ingrédients, vous avez juste un lien. Vous téléchargez, vous l'imprimez. Vous changez l'échelle éventuellement si vous voulez en faire un plus grand ou un plus petit. Donc ça, c'est avec votre ordinateur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à vous amuser. C'est un dessert qui se fait assez rapidement et qui plaira bien sûr aux petits comme aux grands. Voilà, je vous souhaite donc une bonne fin de journée, de joyeuses fêtes de Pâques. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.